Bienvenue à tous, merci d'être là pour cette dernière conférence pour aujourd'hui. Demain, il y a le jour 3 VAP Expo. Il y aura 2 autres conférences demain. Donc aujourd'hui, le sujet, il est là, il est posé à l'écran. Où en est le marché de la vape en France? Donc ça va être une première question qu'on va se poser. On va faire une photographie aujourd'hui. C'est quoi le marché de la vape? C'est quoi le profil type aussi du vapor? Et puis, au-delà de ça, on va aller plus loin. On va se demander finalement quels sont les best practices, ou en tout cas, qu'est-ce qui fonctionne pas dans les magasins, etc., etc. Donc on va voilà, faire une espèce d'étude du marché. Et on va d'abord commencer par un tour de table. Vous avez vu qu'on a une belle équipe, 6, 7, on est 8 quasiment sur scène. Je voudrais juste qu'on fasse un tour de table rapidement pour que vous vous présentiez. Donc Xavier Truchy, vous représentez Vapote avec Xavier, Vax. Tout à fait. Combien de magasins aujourd'hui et où? Alors 4, bientôt un 5e, un dans une galerie marchande, ouverte directement sur la galerie, 2 autres dans des centres commerciaux, mais à l'extérieur du centre commercial, dans des cellules qui sont autour de 2 supermarchés. Et après, un 4e en bordure de ville classique, on va dire. D'accord. Donc, effectivement, votre point de vue aujourd'hui, ce sera plutôt celui des galeries marchandes, en tout cas, ces espaces commerçants. Très bien, merci, bienvenue et merci d'être là. À côté de vous, on a Charlie Perrault. Et vous, Charlie, vous représentez la FIVAP aujourd'hui. Et vous êtes spécialiste de quelles questions à la FIVAP? Je m'occupe en particulier en ce moment des questions économie, sciences et industrie. Voilà. Très bien. Ok, donc ça va pouvoir nous éclairer également. À côté de vous, nous avons Agnès Ekpazo. Ça y est, je ne me suis pas trompé, Ekpazo. Vous n'êtes pas contente, mais elle fait barrer sur mes fiches, etc. Et vous avez raison, je vous laisse nous donner la vraie façon d'orthographier votre prénom. Agnès? Oui, bonjour. Bienvenue. Donc vous avez 6 shops en centre-ville. Et 2 en campagne. Et 2 en campagne. Voilà. Très bien. Merci d'être là. À côté de vous, on a Roberto. Roberto, je vous laisse vous présenter. Roberto. C'était pour juste que les gens sachent que Roberto a eu un petit problème sur sa voix. Ouais, non, mais c'est ma voix normale. On va dire ça comme ça. J'ai une boutique, un shop en centre-ville de Nantes. Ok, merci beaucoup. À côté de vous, Miglé. Bon, je suis chargée d'études chez SIC Intelligence, spécialisée francophonie. C'est moi. Ok. Ok. Donc, SIC Intelligence, peut-être un mot sur ce que c'est. En fait, on est un consultant spécialisé dans les boutiques de la vape, dans la vape en général. D'accord, donc vous aidez les magasins à s'implanter, à ouvrir? Non, en fait, on fait la veille stratégique et la veille législative de la vape. Donc ça veut dire qu'on couvre tous les aspects. D'accord, voilà, d'accord. Plus ou moins. Super, merci beaucoup. Sébastien, comme ça, on vous connaît, mais en 2 mots à la fin. D'abord, je vous laisse vous présenter également. Bonjour. Donc vous êtes aujourd'hui Florine. C'est ça. Florine Hainaut. C'est ça, oui. J'ai 3 boutiques en campagne, en rural. D'accord. Vous dites zone semi-rurale. Semi-rurale, voilà. Ça veut dire quoi, semi-rural? C'est les gros bourgs à la campagne. D'accord, donc c'est des villages qui font combien d'habitants? 3000 habitants à peu près. 3000 habitants. Ok, donc vous voyez finalement... et puis, Sébastien, quand même, je te laisse te présenter. Rapidement, j'ai créé le blog Vapiou, le magazine Vapiou, et je suis vice-président de l'association Sovap. Et je suis ici pour essayer d'animer un petit peu cette conférence. Voilà, donc c'est le chef de table, c'est Sébastien. Juste, on finit ce tour de table. Ce qu'on voit, c'est que finalement, on a vraiment un panel assez large. Et c'est ça qui est super intéressant. Et je te remercie, Sébastien, c'est toi qui as composé ce panel. Un panel assez large où on a d'abord des personnes qui vont pouvoir nous donner des indications sur le marché de la vape aujourd'hui. Et puis, on a différents représentants de shops dans différentes zones. Vous voyez, des zones rurales ou semi-rurales, des centres-villes, on va dire un peu traditionnels, et puis des galeries marchandes. Voilà, ça c'est pour le panel. Et je vais donc vous laisser entre vous. Ma première question, c'est d'abord le marché de la vape. On répond à cette question. On en est où du marché de la vape en France, Sébastien? Merci. Alors justement, l'idée, c'est de vraiment parler des commerçants et du maillage des commerçants, des différentes typologies de boutiques. C'est pour là que vous êtes là.
Ce qui est intéressant à faire auparavant, c'est d'essayer de contextualiser ça. Migle et Charlie, vous allez peut-être pouvoir nous dresser un tableau, peut-être Charlie commencer, ensuite Migle nous donner ton retour là-dessus, sur cette vue un petit peu plus à l'international, dans le contexte international. L'idée, c'est de contextualiser, de se dire où on en est sur le marché de la vape aujourd'hui, pour ensuite laisser la parole justement aux commerçants et nous expliquer ce qu'ils vivent au quotidien, quel type de clientèle ils ont, comment ça se passe en fonction des endroits où ils sont implantés. Donc comme le disait Charlie, les boutiques de centre-ville, on a l'impression qu'il n'y a que ça, mais il n'y a pas du tout que ça. Il y a des boutiques qui sont aussi à la campagne et il y a des boutiques qui sont dans les centres commerciaux, qui sont très intéressants à savoir comment ça se passe dans les boutiques. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie cartographie maintenant des acteurs qui sont en relation privilégiée avec les consommateurs, les acteurs professionnels. Donc on a forcément vu à l'origine de la vape des boutiques s'installer, bien sûr sur Internet. Bon, je mets ça un peu de côté pour aujourd'hui, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis des boutiques qui se sont mises dans des villes de catégorie moyenne et, in fine, se sont installés dans des zones un peu plus rurales où la demande finalement était assez forte. Alors pourquoi je parlais d'Internet tout à l'heure? Parce qu'Internet a quand même été à l'origine un moyen de diffuser les produits partout, en tout cas sur le territoire, jusqu'à la campagne, dans les zones les plus reculées. Et ça, c'est finalement une opportunité qui a été intéressante pour ce produit-là, c'est-à-dire c'était pour tout le monde. Donc Internet a vraiment été un vecteur très important de la vape. D'abord parce qu'en plus, il y avait les blogs qui ont bien renseigné tout ça. Les boutiques, ensuite, se sont beaucoup renforcées dans leur spécialisation. Alors, des boutiques se sont positionnées comme spécialistes de la vape. Il y avait les bureaux de tabac. Et donc, du coup, se sont créés les comptoirs de la vape. C'est-à-dire, effectivement, un peu en opposition au bureau de tabac, parce que la position de ces gens-là, qui étaient pour la plupart fumeurs et qui se sont mis dans ce business de la vape, sont venus très convaincus en se disant « moi, je vais proposer ce produit-là ». Et bon, ça a créé des tensions, forcément, notamment dans certaines villes de catégorie moyenne. Mais la volonté, ça a quand même été à chaque fois de parler du sevrage tabagique. Donc, ça a fait des professionnels au contact des clients, des vapologues, des gens qui connaissent la vape, qui savent en parler, qui ont une connaissance aussi un peu sur le tabac et qui ont pu mettre en avant aussi toute la diversité des produits qui étaient principalement produits en France, voire produits à l'étranger. Alors du coup, Charlie, juste pour mettre vraiment en contexte, aujourd'hui, il me semble qu'il y a 14 millions de fumeurs en France. Est-ce que tu peux nous dire à peu près combien il y a de vapoteurs en France, de combien progresse le marché? Est-ce que vous avez une vue de ça à la FIVAP, justement pour donner de la perspective aux commerçants qui peuvent se dire aujourd'hui, je pourrais ouvrir... Xavier nous dit qu'il va ouvrir une 5e boutique. On se pose des questions justement sur les lieux d'implantation. Où en est le marché de la vape en termes de volume aujourd'hui? Alors, on a plusieurs axes d'observation. Soit on essaye effectivement de lancer des enquêtes un peu publiques où les questions ne sont pas forcément précises, soit on regarde des éléments plus techniques. Moi, je suis fabricant, mais j'essaye de travailler avec mes confrères et on a plusieurs méthodes de calcul. Soit on part du chiffre d'affaires, par exemple, réalisé dans les boutiques. Il y a aujourd'hui plus de 2700 boutiques. Qu'on multiplie ce chiffre d'affaires mensuel par le nombre de boutiques. Qu'on considère que les boutiques spécialisées représentent à peu près 60% du marché. Si on prend ces éléments de calcul, on finit par se dire, finalement, ça touche, et qu'on y intègre le nombre de clients, ça finit par donner une valeur du nombre de vapoteurs. Il y a une autre façon de calculer, c'est de, par exemple, poser la question aux fabricants de flacons. Ceux qui font des flacons envoient leurs produits aux fabricants, et si on fait un peu la somme ou des estimations du nombre de flacons vides fournis aux fabricants qui le remplissent, et qui représentent, on va dire, une grande partie du marché en France, les fabricants français sont très installés sur le marché français, eh bien, si on fait ces calculs-là, on se rend compte que le nombre de flacons remplis et vendus pourrait, avec une consommation moyenne d'à peu près 3,7 millilitres, représenter 3 millions de vapoteurs en France. 3 millions. 3 millions de vapoteurs en France. C'est un chiffre qui, bien sûr, nécessite une petite remarque, c'est qu'il y a les vapofumeurs, ceux qui restent les fumeurs. Donc, on peut aussi, de temps en temps, faire l'abstraction et de dire, voilà, on ne compte pas les gens qui vapotent et qui fument, parlons déjà des gens qui vapent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on observe en France de plus en plus la fierté vape, le fait que je vape et j'essaye de croire dans mon envie de vaper, et j'installe ça, et je ne cherche pas à être quelqu'un qui hésite, vapofumeur, pas vapofumeur, je vape.
Si on fait ce calcul-là et qu'on ramène ça au marché, c'est ce qu'on a fait à Vaping Progress à Bordeaux, le marché pèse quand même entre, on va dire, 750 millions d'euros et 900 millions d'euros. TTC vendus au B2C. On y intègre bien sûr les buralistes, on y intègre aussi les boutiques spécialisées, les sites internet spécialisés, et puis les ventes un peu plus divers, certaines stations-service ou des gens qui proposent des services complémentaires. Ça fait quand même un marché qui touche 3 millions de personnes, on va dire que l'âge c'est 18-75, même si on sait qu'il y a des jeunes qui, comme ils fument avant l'âge légal, vont vapoter avant l'âge légal. Mais grosso modo, la prévalence tabagique en France, c'est 15-75 ans. Si on prend cette fourchette-là, ça ferait 3 millions de vapoteurs. D'accord, merci Charlie. Est-ce que, une dernière petite question avec une toute petite réponse, est-ce que le taux de croissance, c'est quelque chose que vous connaissez à la FIVAP? Ça fait 10 ans qu'existe la VAP. Est-ce qu'elle progresse toujours aussi vite? Encore plus vite? Est-ce qu'il y a un plateau à un moment donné? Où on en est où là? Régulièrement, on pose la question au réseau de distribution et à tous les acteurs de la vente. Combien vous avez fait de croissance entre janvier et janvier? Ou combien vous avez fait de croissance entre septembre et septembre? Parce qu'il y a plusieurs exercices. On a observé quand même l'année dernière 20% de croissance. 20% de croissance l'an dernier. Alors, Migle, du coup, tu as bien écouté tout ce qu'a dit Charlie. Est-ce que du point de vue du centre d'études que vous êtes à ICIG Intelligence, est-ce que vous avez à peu près les mêmes chiffres? Si oui ou sinon, comment vous mesurez le marché français? Et peut-être en donnant une perspective par rapport au marché international? Bon, pour le chiffre d'affaires pour la France, on estime que ça vaut au moins 700 millions d'euros. Donc, on est d'accord sur ce point parce que en fait, notre modèle est basé sur la consommation. Donc, ça veut dire au moyen combien de personnes consomment et quel type d'utilisateur il est. Il est en fait 100% vapoteur ou il est en fait moitié vapoteur, moitié fumeur. Donc, sur ce point, on est d'accord. Pour le chiffre des vapoteurs, on va dire qu'on a 2 millions, 2 ou 3 qui estiment qu'à ce moment il y a en France. Donc un petit peu moins que en fait Charlie. Mais bon, c'est vraiment les vapoteurs, plus ou moins. D'autres choses, au niveau de distribution, c'est les chiffres pareils. Donc 60% c'est vraiment réalisé chez les boutiques de la VAP. 25% plus ou moins, c'est en ligne, on va dire, et le reste, c'est chez buraliste. L'année dernière, on a pensé que c'était 10% chez buraliste. Maintenant, on pense que ça sera au moins 15%, parce qu'il a vraiment investi sur l'offre de produits. Et maintenant, ils ont tout le programme qui est mis à presse. Et en plus, il y a en fait, le financement public et tout ça. Donc, on est plutôt positif que le chiffre en fait, de buralistes va augmenter dans l'année qui vient. Et au niveau du taux de croissance du marché, on considère qu'en fait, France est un marché stable, un marché très développé. Déjà, vous pouvez voir ici sur le VAP Expo. C'est beaucoup plus professionnel, par exemple, que dans d'autres pays, par exemple au Canada, quand j'étais la dernière fois. C'est vraiment le style t-shirt, tatouage. Là, on voit les gens avec le costume. C'est déjà un changement, on va dire comme ça. Et oui, le taux de croissance, je pense que c'était environ 5%. Et voilà, on est bien. C'est un marché mature. Il y a... Par rapport, par exemple, je ne sais pas, au Canada, parce que moi, je spécialise surtout sur la francophonie, le taux est moins élevé qu'au Canada parce que vraiment, il y avait le changement réglementaire. Et donc là, on espère que le marché va grandir très rapidement. Donc ça veut dire 10%, quelque chose comme ça. Donc voilà, je ne sais pas si j'étais cohérent. Donc on est entre 5, 10 et 20% de taux de croissance a priori. Xavier, si tu peux prendre... Il y a un micro là, ouais. On va faire le tour des commerçants pour peut-être que vous nous expliquiez rapidement. Déjà, donnez-nous la date de l'ouverture de votre première boutique. Ça nous permettra de situer à quel moment vous êtes arrivé sur le marché et quel est ton ressenti, puis à tous votre ressenti justement sur cette idée
un marché qui croît ou pas? Est-ce que c'est vraiment un marché en croissance? Est-ce que les consommateurs ont changé? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Comment ça se passe aujourd'hui? Là, tu ouvres une 5e boutique, donc j'imagine que c'est parce qu'il y a une vraie demande. Alors effectivement, il y a une demande. Donc moi, le premier magasin à 5 ans, il est situé à l'extérieur d'un Intermarché, donc dans une petite zone commerciale. J'en ai un deuxième qui a 4 ans, qui est installé, lui, à côté d'un chronographe. Il y a une boulangerie à côté, donc c'est toujours en extérieur. Le troisième, lui, a 3 ans, il est dans une galerie marchande, Auchan. Et le quatrième, lui, est en rue. Le 5e que je vais ouvrir est aussi dans un Auchan. C'est un très, très gros Auchan. C'est pour ça que ça m'intéresse de l'ouvrir, évidemment. Alors, je vais surtout parler celui d'Auchan. Donc nous, on est ouvert directement sur la galerie, on n'a pas de vitrine. Donc se poser à un moment la question de se dire, si demain la loi change, on ne peut plus vapoter en public, il va falloir que j'installe des vitrines. En attendant, j'ai dit, on ouvre et on verra bien ce qui se passe. J'ai bien fait, ça fait 3 ans, le magasin tourne très bien. Cette année, au niveau chiffre d'affaires, alors je vais aller un peu à l'inverse des chiffres qui sont donnés. Mais je pense savoir pourquoi. Aujourd'hui, par rapport à l'année dernière, par exemple, on est à moins 10% au niveau du chiffre d'affaires. Mais ça s'explique parce que, par contre, on fait de plus en plus de die. Donc forcément, les marges ne sont pas les mêmes. Donc il n'y a pas une baisse de clientèle. Les gens qui sont venus chez nous il y a 1 an, 2 ans, commencent à passer au die. Forcément, on les voit moins, on fait moins de marge et on fait moins de chiffre d'affaires. Par contre, nous, notre baromètre dans tous les magasins, je note tous les mois, ce sont les démarrages. Parce que ça, c'est vraiment... Si demain, on ne fait plus de démarrage, il faudra se poser des questions. Donc, on note tous les démarrages qu'on fait en magasin. Tous les nouveaux clients qui viennent, mais ça, c'est plus pour voir un petit peu ce qu'elle est dans les autres boutiques, est-ce qu'ils commencent à connaître nos magasins. Mais nous, vraiment, notre barème, ce sont les nouvelles personnes qui quittent le tabac et qui passent à la vape. Je dirais que depuis 3 ans, je n'ai pas vu de différence. Tous les jours, on fait des démarrages. Peu importe le magasin, tous les jours, on fait des démarrages. Donc je pense que la vape a toujours... oui, la vape est un produit qui fonctionne. Et les gens ont pris conscience qu'il faut quitter le tabac, quoi, et que la vape est un moyen extraordinaire. Et comme aujourd'hui, on ne peut plus faire de pub, c'est vraiment le bouche-oreille qui fait que ça fonctionne. Alors, le choix de l'emplacement d'un magasin, il est lié à la captation, la première captation des gens, c'est-à-dire les fumeurs qui passent devant une boutique et puis c'est l'opportunité d'essayer. Est-ce qu'il est aussi lié à la fidélisation? Je pense, en zone commerciale, par exemple, c'est facile de venir quand je fais mes courses ou simplement c'est facile de se garer. Est-ce que les gens viennent quotidiennement en boutique comme on allait au bureau de tabac ou est-ce qu'ils viennent, ils font des réserves? Alors ça va dépendre du supermarché en fait. Là où je suis, c'est un supermarché très familial. On va voir des gens le samedi arriver en famille, hein, la maman, le papa, les 2 enfants, et ils viennent faire leurs courses. Il y a des gens qu'on voit tous les jours, comme le petit commerçant de quartier, ils viennent faire leurs courses tous les jours au supermarché. Des gens qui ne sont pas du tout fumeurs, pas du tout vapoteurs, mais qui vous font un petit signe en passant parce que vous êtes là, on est ouvert, donc ils disent tout simplement bonjour. Alors, il y a effectivement les gens qui viennent faire leurs courses et en sortant, on profite pour prendre leur liquide. Certains, un certain nombre, parce qu'ils savent qu'ils reviennent que dans 15 jours. D'autres, un liquide, parce qu'ils savent que dans 3 jours, ils vont venir de toute façon faire leurs courses. Et puis, on voit, ça c'est très curieux dans un supermarché, on voit des gens passer pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et tout d'un coup, ils décident de passer à la cigarette électronique. Et comme ils savent que vous êtes là, forcément, ils viennent vous voir. Et en discutant, je leur dis, mais je vous ai déjà vu, je vous ai vu souvent. Ah oui, mais j'étais pas prêt. J'avais pas envie d'arrêter de fumer. Donc effectivement, cette clientèle en supermarché, c'est des gens qui vont passer tous les jours devant votre magasin et un jour qui vont décider de rentrer, tout simplement. Alors cette localisation, je vais te passer la parole, Florine, parce que tu es impatiente. Toi, tu as 3 boutiques. Tu peux nous expliquer quand est-ce que tu as monté ta première boutique et quel a été le cheminement pour ouvrir une boutique et pourquoi tu t'es installé dans la zone sur laquelle tu t'es installé, puisqu'a priori, tu n'es ni en zone commerciale ni en centre-ville. Alors, la première boutique, on l'a ouverte en 2014, début d'année 2014.
Alors, on est dans une commune, un gros bourg en campagne, qui touche une grosse zone, en fait. Les gens font plusieurs kilomètres pour aller chercher du liquide, pour aller démarrer la vape. S'il fallait qu'ils aillent dans les grandes villes, ça leur faisait le double de temps. Donc ça permet de se mettre en plein milieu entre les villes et de diminuer le temps. Mais quand on habite en campagne, on est habitué à prendre la voiture, on est habitué à faire des kilomètres quand même. Donc on touche une grande zone quand même géographique. La deuxième boutique, elle a 2 ans. Voilà, pareil, même système. Des bourgs assez dynamiques et assez gros, mais ça reste de la campagne. Et la troisième boutique, elle va bientôt avoir 8 mois. Voilà. C'était quoi la question sinon ? Je vais la reposer. Mais du coup, s'installer en campagne avec une boutique de vape, moi j'ai souvent entendu dire, mais il n'y a pas assez de clientèle pour s'installer à la campagne. Alors, il y a de la clientèle parce qu'ils font de la route, déjà, voilà. Ils vont faire 10 minutes, 15 minutes de route plutôt que d'en faire une demi-heure. Après, moi, j'habite en campagne. Quand j'ai commencé à vapoter, il fallait que je fasse 25 minutes de voiture pour aller chercher mon liquide, ma résistance. C'est là, tout doucement, où l'idée a germé. Et si, il y a de la clientèle, il y a du passage. Après, je ne peux pas comparer avec les boutiques en ville parce que je n'ai pas de relation avec des confrères. Mais si, on a de la clientèle, on a du monde. Alors, on a, comme Xavier, soit la personne où on va être le service de proximité et qui va venir plusieurs fois par semaine chercher un liquide et discuter. Où on va avoir des gens qui vont venir une fois par mois, une fois tous les 15 jours, faire le plein. Voilà. Puis on devient le petit commerçant aussi, comme le primeur, ou je pense aussi comme le bureau de tabac. Et puis on discute. Et puis nous, on fait un peu le coach pour les aider dans l'arrêt. Roberto, je vais te passer le micro. Si tu peux nous dire quand est-ce que tu as ouvert ta boutique de vape, comment tu es implanté. Et puis rebondir peut-être aussi un peu sur ces chiffres que nous ont donnés Charlie et Migle, sur ton ressenti toi au niveau de la boutique. Qu'est-ce que tu fais au niveau du syndicat SI2V, etc., pour nous donner un petit peu de perspective sur tout ça. Alors moi j'ai ouvert en fin 2014 et j'ai fait exprès d'être en plein centre-ville mais dans une rue totalement piétonne. Donc difficile d'accès pour les voitures, difficile d'accès pour les piétons, parce que c'est une rue pavetée. Et j'ai pris le pari dès le départ d'aller vers le sevrage, vers l'accompagnement. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que le pari est gagné. C'est une boutique qui progresse. Je ne suis pas à moins 10, je suis plutôt à plus 10. Mais c'est aussi un choix d'aller là où sont les gens pour bosser. Donc c'est beaucoup de clientèle de bureau, une clientèle de quartier qu'on a accompagné. Je rejoins monsieur là-bas au bout. On voit pas mal de gens arriver, on les voit passer dans la rue, puis un jour il y a un déclic. Ce déclic est là. Les chiffres qu'annonce Charlie, c'est des chiffres où on a au SI2V, moi je reste très cartésien. Aujourd'hui, on est sur des supputations de chiffre d'affaires, sur des flacons et des choses comme ça. 2 millions de vapoteurs, ouais, ça me paraît un chiffre qui tienne la route. Quand on est sur 3 millions, ça me paraît un peu plus. Ce serait peut-être bien qu'on fasse effectivement une véritable étude relativement poussée et que tout le monde joue le jeu pour avoir de véritables chiffres. Aujourd'hui, c'est quand même violent d'annoncer 14 millions de fumeurs, mais on sait qu'il y a 14 millions de fumeurs parce que eux font les études ou ont les études. Nous, aujourd'hui, dans le monde de la vape, avec toute notre bonne foi, il est difficile de parler de chiffres parce qu'on n'a aucun chiffre en fait réel. Moi, je vois le raisonnement qu'a Charlie, qui est très bon au niveau économique, il n'y a même pas à discuter dessus. Mais voilà, on va supputer, on va multiplier, on va essayer. Pourquoi, je ne sais pas. Je pense que c'est un mal français. La vape, elle a de beaux jours devant elle. À titre perso, je vais essayer d'ouvrir une autre de boutique, mais voilà.
Dites-vous bien aussi qu'ouvrir une boutique de vape, faut que le message pour moi soit très clair, et c'est un message que je veux porter moi à titre perso, à titre du SI2V. Plus on aura de boutiques de vape, plus on donnera l'envie aux gens de rentrer, de pousser et d'essayer d'arrêter de fumer. Il faut qu'on soit un maximum déployé partout, dans des zones rurales, dans des zones de centre-ville, en centre commercial, parce que c'est ça qui va faire notre force. C'est apporter notre technicité que les autres n'ont pas aujourd'hui. Et faut y croire. Faut y croire parce que sinon on serait pas là, quoi. On dit, en gros, il n'y a plus le droit, là, ça va être à Agnès, il n'y a plus le droit à la publicité, mais les boutiques de vape, finalement, sont les derniers endroits publicitaires avec leurs vitrines et leurs enseignes. Donc toi, Agnès, tu vas nous redire quand est-ce que tu as ouvert ta première boutique. Tu en as plusieurs, et nous expliquer comment tu les as implantées, justement. Est-ce que les typologies de clientèle varient en fonction des boutiques? Tu peux nous parler du taux de croissance aussi, selon comment tu le ressens? Oui, alors moi j'ai créé Ozone en fin 2012 et la première ouverture date de début 2013 en centre-ville de Rennes. Mon idée au départ n'était pas de créer un réseau du tout, je voulais juste une boutique. Comme beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, la motivation venait du même endroit, c'est-à-dire j'ai réussi à arrêter moi grâce à la vape et donc j'ouvre un shop pour permettre à d'autres personnes d'arrêter grâce à ce produit miraculeux. Et effectivement, après, il y a eu de la demande, alors par un système de franchise d'abord, de gens qui m'ont dit c'est chouette votre concept, vous accompagnez bien les gens et on a envie de faire pareil. Donc il y a eu un développement de franchise et un développement de boutiques en nom propre également. Qui se sont axés d'abord en centre-ville et puis depuis l'année dernière on s'oriente fortement vers les zones rurales parce que comme le disait Florine, il y a effectivement un grand intérêt à aller au-devant des fumeurs et non pas de les forcer à faire une demi-heure, 3/4 d'heure de voiture pour venir se dépanner ou s'équiper en vape. Et je crois fortement pour ma part à ce développement en zone rurale. J'ai pas du tout testé le centre commercial, contrairement à Xavier. Je pense que c'est générateur de volume, le centre commercial. Mais c'est vrai que notre image chez nous est plus orientée sur le commerce de proximité, de centre-ville ou de zone rurale maintenant. La progression dont on parlait tout à l'heure, je suis d'accord avec Migle et avec Charlie sur les 20%, mais il concerne particulièrement le rapport entre 2016 et 2017. Là, je prends un petit peu ma casquette FIVAP aussi pour signaler qu'en 2018, on n'est plus tout à fait sur la même tendance. Il y a un petit tassement de la progression dans les boutiques de vape. On est plus autour de 10%. Cette année que de 20%. Donc entre 2017 et 2018, on est plus sur du 10%, ce qui s'explique non pas par une désaffection des consommateurs pour la vape, parce qu'au contraire, je pense que le nombre de consommateurs continue de progresser, mais plutôt parce qu'on se retrouve un peu dans une configuration qui pourrait ressembler à celle de 2014, avec post-TPD, un boom de nouveau sur les ouvertures de shop. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros ralentissement sur les ouvertures, une grosse stagnation en 2016-2017. Tout le monde se demandait à quelle sauce on allait être mangé, donc 2016 jusqu'au 1er janvier 2017. Puis à partir du moment où 1er janvier 2017, on savait exactement ce qu'il en était de la réglementation de la vape. Et que toutes les transitions, les transpositions ont été faites et que les applications de cette transposition ont été mises en place par les fabricants, etc. À partir de ce moment-là, il y a eu comme un ouf, bon, ben, on va pouvoir de nouveau travailler et de nouveau un boom sur les ouvertures. Donc je pense que cette baisse de croissance individuelle dans les shops existants et peut-être dû au DAI, comme tu le disais Xavier, mais aussi au fait qu'il y a de nouveau une recrudescence importante d'ouverture depuis 2017.
D'accord, donc des ouvertures de boutiques, plus d'ouvertures de boutiques. Voilà, des ouvertures de boutiques. En définitive, 10%, il y a beaucoup d'industries, de commerçants et d'entreprises qui rêveraient d'être sur une croissance à 2 chiffres aujourd'hui, donc ça reste quand même donc ça reste très tout à beau. fait autonome. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution aussi sur la typologie de clientèle? Je te passerai la parole, Charlie, tu voulais en parler sur les nouveaux types de produits, etc. Il y a eu la vape qui est arrivée. Moi, j'identifie un petit peu, ce sont les fumeurs, les gens les plus téméraires qui ont été tester ce truc en se demandant ce que c'était, qui avaient besoin de se rassurer, mais bon, qui sont allés. Est-ce que ça devient pas... Est-ce que vous le ressentez, en tout cas toi, Agnès, avec tes boutiques que tu ouvres dans des zones différentes, est-ce que ça ne devient pas de plus en plus grand public? Est-ce qu'on arrive finalement Si. C'est-à-dire qu'on perd notre côté extraordinaire quand on se promène avec ça en ville. Et ça, il y a 3-4 ans, on était regardés, les gens s'approchaient, demandaient mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et aujourd'hui c'est une évidence. Et effectivement, maintenant ça devient un produit tout à fait grand public qui fait plus peur. On équipe des gens avec du matériel comme ça en primo-accédant. Quand il y a 3 ans, on disait mais ça c'est énorme, jamais je pourrais quoi. Les batteries tubulaires, ne sont plus du tout demandées. Par contre, on arrive maintenant à des matériels qui le sont, et là il y a une grosse évolution qu'on commence vraiment à sentir en shop avec les pods. Donc du petit matériel, mais beaucoup plus performant que ce qu'on pouvait avoir il y a 3-4 ans, et puis qui s'adapte aussi particulièrement aux nouvelles techniques que nous proposent aujourd'hui les fabricants de liquides, que ce soit particulièrement aussi les sels de nicotine, qui sont aussi des outils qui nous permettent de faire passer des gens à la vape en leur donnant leur satiété en termes de taux de nicotine, sans les rebuffer par rapport au fait que ça leur gratte la gorge, que c'est pas possible, qu'ils pourront jamais inhaler ça, etc. Donc ça permet de faire passer des gens plus radicalement à la vape aussi. Quand on avait des vrais problèmes de BPCO autrefois, des gens qui étaient incapables d'inhaler des taux de nicotine importants, aujourd'hui on a aussi des moyens grâce à ce biais-là de permettre à des gens d'arrêter d'être vapofumeurs et d'être tout de suite vapoteurs, quoi. Les produits sont devenus plus accessibles, plus grand public et donc plus efficaces. On reste, Charlie, si tu veux faire juste un tout petit panorama. Après, on redonnera la parole à tous les commerçants pour justement avoir le ressenti sur cette notion de produits, typologie de produits qui sont vendus dans les boutiques, qui évoluent constamment. Entre le grand écart, nous parlait Xavier, du DAI, qui est devenu encore plus compliqué grâce à la TPD, bravo, les boosters, les arômes, la base, etc. Et puis les pods, où je discutais avec une commerçante tout à l'heure, où on se disait les pods par exemple c'est génial pour les gens qui sont aveugles parce que ça rend la vape accessible. Donc juste un petit panorama de ça, comment évoluer avant qu'on repasse la parole à tout le monde. Je vais faire assez court parce que Agnès a déjà expliqué ces nouveautés, je ne vais pas y revenir. Bon, il y a eu aussi l'impact CBD à un moment donné où là il y a une espèce d'effervescence. C'est en train de se réfléchir. Les institutions sont en train de faire pression en ce moment avec notamment l'action de la chancellerie qui date du mois d'août. Bon, je ne vais pas revenir sur ce débat-là, mais la vape, en tout cas, est un espace de nouveautés permanentes avec des conseils et des professionnels de plus en plus sensibles aux questions de l'innovation. Je pense que là où les boutiques ont vraiment évolué, c'est que cette filière s'est un peu reposée sur ses lauriers du succès, pendant l'époque où ça jetait les cigarettes électroniques, je dirais, pour servir tout le monde devant le comptoir, à renforcer les conseils sur la complexité des dispositifs que propose la vape. Les sels de nicotine ont besoin d'explications. Les pods ont moins besoin d'explications. Mais par contre, après, va venir peut-être une seconde couche d'explication, parce que le pod, c'est effectivement très efficace, très sympa, puis tout d'un coup se pose les questions de « Ah ouais, mais j'ai pas beaucoup d'autonomie, je passe mon temps à charger, j'aimerais bien revenir sur quelque chose d'un peu plus gros. Mon beau-frère, il a un truc un peu plus costaud, et lui, il s'en plaint pas, et moi, je m'en plains. » Bref, tout ça, ça va évoluer, et les professionnels doivent être à jour. Et il y a des revues pour ça, hein. Heureusement, la France aussi s'est munie de presse spécialisée qui apporte beaucoup d'informations et qui nourrissent au quotidien ces boutiques spécialisées qui retransmettent cette connaissance aux vapoteurs qui s'interrogent. Donc les vapoteurs, effectivement, se questionnent sur les nouveaux produits. Forcément, c'est une dynamique commerciale et marketing qui, en plus, cherche toujours de l'innovation et de la nouveauté. Et c'est ce qui fait de cette filière une filière
extraordinaire et que donc, et là je reviens là-dessus, en tout cas en croissance, au moins en croissance de dynamique. Donc plein d'éléments positifs font que la vape va être de plus en plus comprise, les vapoteurs seront de plus en plus fiers, les professionnels de la vape aussi doivent être fiers de ce métier. C'est quand même un métier où aujourd'hui les boutiques spécialisées souffrent parce que des banques refusent de financer, d'aider à s'installer dans pourtant une commune ou une petite commune de campagne pour développer l'activité économique. Vous avez des banques qui disent non, moi je ne finance pas la vape parce que la vape c'est le tabac. Ben non. En fait, si on arrive à s'unir sur vraiment une indépendance forte de cette filière d'excellence qui se renforce au quotidien, eh bien, distributeurs, professionnels, enfin, fabricants, etc., on a un vrai message de développement économique qui a du sens. Et je pense que c'est cet ensemble, c'est ce panorama qui finalement redonne la confiance aux Français. Et quand j'entends Xavier dire que, ben voilà, il passe devant et il rentre, il y a quelques années, ils seraient passés devant, ils auraient dit ah, ça c'est pas bon, ce truc c'est dangereux. Justement, si tu viens passer le micro à Xavier. Xavier, il me semble que tu m'as raconté comment ça s'est passé un petit peu avec Auchan. Justement, tu n'as pas essayé il y a plusieurs années de rentrer dans cette galerie commerciale? Alors, pas dans celle-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les mentalités sont en train de changer au niveau des gens, par eux-mêmes. Et moi, dans les galeries, au niveau des gens qui gèrent les galeries. Il faut savoir que vous prenez un supermarché Auchan, ce n'est pas forcément Auchan qui gère la galerie. Bien souvent, et ça arrive même qu'Auchan loue le Auchan à des sociétés extérieures. C'est très très compliqué. Donc, d'un Auchan à l'autre, les propriétaires ne sont pas les mêmes. Il y a quelques années, quand vous alliez voir les propriétaires des galeries en disant « je voudrais ouvrir un shop », non, la vape, non, on n'a pas de place pour ce type de commerce. Celui que je vais bientôt ouvrir, ça a été le cas. J'ai rencontré cet homme et maintenant, il veut commencer à développer la vape dans leurs centres commerciaux. Donc, on voit qu'il y a une évolution de ces gros groupes qui détiennent des centres commerciaux qui sont des fois énormes, qui se disent, tiens, ça serait peut-être intéressant, effectivement, d'avoir une boutique de vape dans notre centre commercial. Donc, on voit les changements. Au niveau des gens par eux-mêmes, c'est pareil. Moi, je me souviens, quand j'ai ouvert le magasin qui a maintenant 3 ans, les gens passaient dans la galerie, on avait des réflexions. C'est quoi ces trucs? C'est plus dangereux que le tabac. Des gens qui passaient, qui se bouchaient le nez, j'ai vu. Hein, truc de fou, quoi. À dire qu'on sait que la vape n'a pas d'odeur, elle disparaît. Enfin voilà, des réflexions, les gens qui se permettent de s'arrêter devant votre magasin en disant « mais c'est plus dangereux que le tabac, ce que vous vendez Enfin, est-ce que tu t'arrêtes devant le magasin de jeans pour dire que le jean, il est pas beau? Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Tout ça, c'est fini. Voilà, aujourd'hui, on n'a plus ce type de réflexion. On voit vraiment une évolution des gens, des gros groupes qui se disent, tiens, bah, ça serait peut-être bien, effectivement, qu'un magasin de vape s'ouvre. Voilà, on a vu vraiment une évolution, quoi. D'accord. Et du coup, Florine, toi qui es installée dans des gros bourgs, hein, des petits villages, comment ça se passe avec les commerçants quand ils t'ont vu débarquer? Parce que les commerçants sont très proches entre eux, j'imagine, voisins. Comment ils ont réagi quand ils t'ont vu débarquer au départ? Alors ça s'est plutôt bien passé. Ils ont regardé d'un œil bizarre parce qu'il y a 4 ans, quand on s'est installé, ben, c'était un effet de mode. Ils ne tiendront pas. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est comme produit. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Même avec les buralistes voilà, dans les communes, ça se passe très bien. Voilà. Non, il n'y a pas de... Non, voilà, on n'est pas voilà, les bizarres. Ils ont regardé d'un œil parce qu'ils sont assez, en plus, en campagne comme ça, souvent, ils se connaissent tous, etc. Donc, bon, on est un peu à part. On était un peu une activité à part, mais dans l'ensemble, voilà, ils nous regardaient d'un œil. Maintenant, on est intégrés, oui. Ouais. Et les mentalités changent pour le consommateur, pour le fumeur qui se met à la vape, mais pour tous les non-fumeurs. Enfin, voilà, ça change vraiment. Les gens commencent à connaître un peu le produit. On connaît tous un cousin, un collègue de bureau qui vape. Donc, ça paraît plus normal. Est-ce qu'ils te renvoient des clients, par exemple? Est-ce qu'une coiffeuse te renvoie un client Oui, alors j'ai plein de commerçants qui sont clients déjà chez moi. Donc, voilà. Et puis j'ai des bureaux de tabac qui ne sont pas forcément à développer la vape et qui m'envoient des clients. J'ai d'autres bureaux de tabac qui, eux, agrandissent voilà, leur espace vape. Et là, bon, là, c'est autre chose. Mais ouais, j'ai des commerçants qui m'envoient des clients, ouais, tout à fait.
La vape, Migle, cette vue du marché français où la vape devient quelque chose de normal, où les commerçants sont intégrés, comme nous dit Xavier, ça pose plus de problème maintenant dans un espace commerçant où il y a les enfants, etc. C'est plus le démon, la vape. Est-ce que c'est particulier à la France? Est-ce qu'il y a d'autres pays dans le monde où ça se passe comme ça? Comment ça se situe par rapport au marché international? Bon, j'ai quelques chiffres, parce qu'on n'a pas beaucoup de chiffres dans ce dossier. On a fait un petit sondage sur les vapoteurs français en 2017. Et qu'est-ce qu'on trouvait, en fait, que pour le boutique de la vape, pour 49%, c'est trop cher. Pour 25%, il n'y a pas une à proximité de lui. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un peu manque de boutiques de la vape. Ça veut dire dans le coin. Donc, je pense que c'est une bonne idée vraiment de se développer dans les campagnes où il y a vraiment pas... On a besoin de faire un trajet, en fait, pour acheter ses produits de vapotage. Ce que je trouve intéressant aussi, en fait, par exemple, Angleterre, c'est pareil. Elle essaie de se développer dans toutes les petites villes, partout, en fait, pour avoir cet aspect d'accessibilité. Et en plus, par exemple, en Angleterre, on a une culture beaucoup plus ouverte, beaucoup plus pro-vape, déjà au niveau de gouvernement, qui est beaucoup plus pro-vape qu'ici en France. Donc, il y a vraiment cette notion de développement, accessibilité, et voilà. C'est plus ou moins ce que je peux dire. Voilà. Et une chose que je veux dire sur le produit, en fait, sur le produit que vous avez parlé de le petit format, dans le pod. Donc, le pod en France, c'est pas super populaire en ce moment. Je pense que quand j'ai fait une étude il y a 5 mois, on a trouvé, je pense, 20 marques de pod, surtout type ouvert. Mais maintenant, on voit qu'il y a plus de pods fermés. Et par exemple, si vous regardez, il y a MyBlue de Grand Tobacco ici, qui en fait fait un pod fermé avec le sel de nicotine. Et c'est clair qu'en fait, ils ont essayé d'entrer chez Buralist. Parce que le problème avec les buralistes qu'on a vu discuter, même si on a ce problème de, on va dire, je ne sais pas comment dire, on n'aime pas trop en fait les buralistes ici chez le vape. Mais le souci qu'avec ces produits ultra portables, avec le sel de nicotine, on n'a pas besoin d'expliquer des choses. Donc ça veut dire qu'il peut juste vendre le produit et vendre le recharge. Et c'est tout. Et pour ce type d'utilisateur, donc c'est vraiment orienté vers fumeurs, mais pas pour les vapoteurs. Et les vapoteurs, en fait, qui utilisent normalement en fait, le pod, c'est normalement le deuxième appareil. Ça veut dire, normalement, ils ont un gros appareil comme ça, et puis un tout petit pod pour faire discret. En fait, ce qu'on a trouvé aux États-Unis quand on fait recherche sur les pods. Parce qu'aux États-Unis, c'est fait vraiment un boom, par exemple avec le Juul, qui est en fait en train d'entrer en Europe aussi. Je pense, j'ai lu il y a quelques jours qu'il a lancé en Suisse. Elle va lancer en Angleterre bientôt, et puis je pense qu'elle va lancer aussi en France. Mais je n'ai pas vu un stand ici, donc je ne sais pas si ce sera cette année, j'imagine que non. Donc voilà, j'ai un peu passé le... Alors, Roberto, je vais te passer le micro de nouveau. Justement, on se dit, ces produits-là, il n'y a pas besoin d'explication. Moi, je suis convaincu qu'il y a besoin d'explications et qu'on ne peut pas laisser rentrer les gens dans une boutique de vape en ayant décidé, avant même qu'ils aient passé le pas de la porte, de ce qu'on allait leur vendre. Comment tu ressens ça et justement, comment tu vis ce panel d'outils aujourd'hui qu'il y a, puisqu'on est sur un énorme grand écart de produits qui caractérisent la vape. On peut commencer à vaper sur n'importe quel type de matériel. Comment tu t'y prends, toi, en boutique, et quelle est la valeur ajoutée du commerçant de vape spécialisé par rapport à quelqu'un qui vendrait de la vape en supermarché?
Alors déjà, il faut remercier tous les gens qui se cassent la tête à nous sortir des produits comme ça, les sels, des trucs, et le matériel et les évolutions. Aujourd'hui, effectivement, le raccourci il est super simple, c'est de dire qu'un pod, c'est... Allez, je vais lâcher un gros mot, le paquet de clopes de la vape. Parce qu'en fait, ça prend 2 minutes, tu le vends et le mec, il se casse. Un pod, ce que disait Charlie, il faut juste bien comprendre que, ouais, ça existe. Qu'après, il faut expliquer aux gens comment ça s'évapore, dans quelles conditions, quand on change, parce qu'on veut plus d'autonomie. Tout ça, ça s'explique et c'est une valeur ajoutée que nous, on apporte. Ensuite, le pod peut venir en aide à des gens qui, par leur profession, n'ont pas le temps de vapoter de façon régulière, comme sur un liquide pratique traditionnel, comme on a, et s'en servir en guise de shoot. Tout ça, c'est notre boulot à nous. Notre boulot, il est fait de... On a un panel de matériel, de liquide qui est là. Et notre grand rôle à nous, c'est d'écouter, de conseiller et d'accompagner. Et ça, si on a ces 3 mots-là dans toutes les boutiques, ils ont beau vendre des sels de nicotine en bureau tabac, ils entravent que dalle. Ils entravent que dalle. Donc voilà, nous, on est capable, Agnès, Xavier, Floriane, de faire la différence, d'expliquer à quelqu'un, tu prends ça pour le moment, après tu vas bouscaler sur ça, et tu garderas ça au cas où tu as une réunion, tu as un truc et tu puisses pas. Ça, c'est notre job. Et notre valeur ajoutée, elle est juste là. Après, nous, on est aussi un lieu qu'avant, on n'avait pas tous ici présents, quand on fumait. J'avais Agnès devant moi à la caisse, elle prenait ses 2 paquets de clopes, j'en avais rien à foutre de sa gueule, elle de la mienne aussi. Par contre, aujourd'hui, eh ben, on découvre, on regarde. Ah putain, c'est quoi cette nouvelle atto? C'est quoi cette nouvelle saveur? C'est quoi ce nouveau liquide? Et tout ça, c'est à nous aussi de le faire vivre et de le faire connaître. C'est pas un marché qui est figé, c'est un marché qui est en perpétuel mouvement. Et il y a des fois où ça va même super vite. Ça va même tellement vite que ouais, il y a des moments où tu tires le truc et tu dis wow, qu'est-ce qui se passe? Moi, tous ces outils, je remercierai jamais autant les gens qui les ont fait venir. Parce que ça nous aide, parce que ça aide le fumeur. Et qu'un fumeur, il n'aura jamais le conseil que tous ici présents, on peut donner dans les boutiques de vape. Charlie a dit un mot, soyons fiers. Ouais, soyons fiers de sauver des vies. On ne leur sauve pas la vie parce qu'on meurt tous, on leur améliore la qualité de vie. Parce qu'on les sort du tabac. Et notre combat, c'est le tabac, c'est pas autre chose. Donc voilà, on a un panel, on utilise le panel et on l'adapte au mieux aux clients qu'on a en face de soi. Là, on disait tout à l'heure, la vape s'est démocratisée. On a l'air d'être tous d'accord là-dessus. Mais est-ce que persistent en boutique toujours les mêmes questions de qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas pire que la clope? Quel taux de nicotine je dois prendre? Je fume ci, je fume ça. Est-ce que ça persiste malgré tout? Alors, moi j'ai la chance à Nantes d'être juste collé et je rejoins Xavier, les mentalités changent, mais elles ne changent pas forcément que dans la vie de tous les jours. J'ai juste la faculté de médecine, juste à côté de la boutique. Et sachez que l'année dernière, pour la première fois au concours de médecine, il y a eu 2 questions sur la vape. Sachez que les plus grands prescripteurs sont en train d'arriver, c'est les médecins de demain. Eux, ils sont conscients des enjeux, ils sont conscients de ce que ça peut apporter. Et ouais, on a encore ces types de questions. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est plus nocif. On ne sait pas dans 50 ans ce que ça va faire. Tout à l'heure, Benoît disait ça va pousser des cornes. Moi, ça m'a fait tomber les cheveux. Tu vois, ouais, mais voilà, je le vis bien. Mais ça, après, c'est merci toute la désinformation. Merci toute cette belle industrie de médecins qui valident des études. La dernière, c'était avec les souris qui buvaient 25 litres d'eau par minute. Les pauvres, elles ont mal vécu. Hein. Donc si je prends Charlie, on s'enferme tous les deux pendant 2 heures dans un truc, on nous envoie du PG, de la VG, je crois qu'on va ressortir pas bien. Et les gens ont toujours cette peur, mais on a toujours peur de l'inconnu, mais au même temps, nous, on fait notre boulot, et je pense que mes confrères diront la même chose. En fait, après, le vapoteur, quand il sort, il devient un rat de laboratoire. C'est lui, en fait, le commercial de la boutique. Parce que tout le monde se dit, tu vas te casser la gueule, tu vas te casser la gueule, ça va pas marcher, puis ça tient. Ça tient. Et quand ça tient, je viens de la part d'Agnès, parce que bon, elle fumait beaucoup, et elle a arrêté de fumer. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe. Ils ont des peurs. À nous d'enlever ces doutes-là, à nous de les rassurer,
À nous de leur expliquer comment ça marche. Ça fait partie de notre job, quoi. C'est-à-dire, quand tu prends un taxi, tu lui demandes de t'emmener à la Tour Eiffel, il t'emmène pas à l'Arc de Triomphe. Bah, on fait la même chose. Alors du coup, Agnès, toi qui as plusieurs boutiques, il y a plein de types de produits différents. La vape s'est démocratisée, donc des jeunes, des plus anciens, etc. Est-ce que tu arrives à profiler un petit peu les genres de personnes en fonction des matériels que tu leur proposes? Où il y a vraiment une relation qui s'établit pour proposer quelque chose de... Est-ce qu'on est vraiment dans le sur-mesure toujours, malgré ces produits hyper standards qui arrivent? Oui, quand même, ça reste du sur-mesure. Alors évidemment, il y a des produits phares, des produits qui ont un spectre large, mais ça reste du sur-mesure, ne serait-ce qu'au niveau du travail qu'on fait avec chacun sur les arômes et sur les taux de nicotine. Les gens arrivent souvent en boutique toujours avec dans l'idée je veux pas trop de nicotine. Cette croyance-là persiste que le problème c'est la nicotine quand la nicotine est la solution. Et donc il y a toujours un travail pédagogique d'accompagnement des fumeurs sur le sujet de la nicotine. Et après, ça reste un travail effectivement sur mesure pour dimensionner à la fois donc l'arôme qui va faire qu'ils ne vont pas être écœurés et que du coup ils auront plaisir à vaper, parce que cette notion de plaisir à laquelle on tient tous, elle est fondamentale dans la vape. C'est ce qui va permettre que les gens ne soient pas écœurés en vapant et n'aient pas envie de leur clope, associé au bon taux de nicotine évidemment. Et après, le matériel, ça va être principalement... outre le problème esthétique pour certains, ça va être de leur faire comprendre, en les écoutant, qu'en fonction de leur consommation habituelle de tabac, il va mieux falloir qu'ils aient telle ou telle autonomie et donc qu'ils aient tel ou tel matériel pour assurer cette autonomie-là. Généralement, on va préférer donner plus d'autonomie que moins, pour être prévoyant, parce que les primo-vapoteurs, les primo-excédents n'ont pas toujours le réflexe de rebrancher le soir. C'est des choses qui viennent petit à petit et évidemment que nous, on ne l'oubliera pas de brancher notre vape le soir. Mais bon, voilà, on essaye de donner le maximum d'autonomie et le plus de sur-mesure possible sur le produit final avec lequel ils vont partir pour la première fois, en les rassurant sur le fait que si jamais, là, ils ont pris, mettons, 3 fioles pour être tranquille 15 jours, mais que si jamais il y a le moindre problème, ils viennent, ils échangent leur arôme, il n'y a aucun souci, on va leur faire un échange à partir du moment où ils n'ont pas entamé la fiole, il n'y a pas de problème, qu'ils ont le droit de ne pas avoir trouvé immédiatement, même en passant avec nous 3 quarts d'heure, 1 heure, 1 heure, 1 quart, 1 heure et demie en boutique, ils ont le droit de ne pas avoir tout compris tout de suite. Donc généralement, on leur donne rendez-vous au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine maximum pour refaire un point avec eux et pour vérifier qu'ils sont bien équipés et qu'ils ont exactement l'arôme, le taux, le matériel qui leur convient. Ouais. Alors, du coup, juste pour enchaîner là-dessus, tu as plusieurs boutiques, ça fait un bon moment, donc j'imagine que tu as un cœur de clientèle fidèle qui revient en boutique. Est-ce que des gens qui viennent peut-être depuis 2, 3, 4 ans... Depuis 6 ans bientôt. 6 ans. Donc, est-ce que ces gens-là sont toujours sur le même matériel, petit peu comme on était toujours sur la même clope? Non, il y a des irréductibles du T2, mais ils sont de plus en plus rares. Parce qu'au bout d'un moment, à force de voir dans leur entourage du matériel qui évolue et puis des choses qui vont être beaucoup plus simples d'utilisation, ils conviennent que ça serait pas mal maintenant qu'ils changent. Et puis les équipes en boutique aussi font un gros travail pour dire mais enfin évolue enfin vous êtes sûr enfin. Et la notion de plaisir aussi avec les arômes. Mais bien sûr, personnellement, bien sûr. Il y a cette envie d'aller goûter quelque chose. Ouais. On est dans une consommation complètement différente, non? Oui, non, mais tout à fait. Après, il y a les irréductibles des arômes aussi. Moi, j'en fais partie. J'ai toujours le même arôme depuis que j'ai commencé. Donc, je ne suis pas le bon exemple pour dire j'adore changer d'arôme et tout. Mais par contre, évidemment que les gens sont très demandeurs, nous demandent qu'est-ce que vous avez comme nouveauté, qu'est-ce qu'on peut tester. Et le test, c'est aussi un des gros avantages des boutiques de vape. Et tant qu'on a cet avantage-là, c'est vrai qu'on a un pas d'avance. On est clair que le vapotage, par définition, c'est pas du produit standard.
de toute façon. On ne va pas sauf... inventer une industrie de tout le même standard. produit pour tout le monde, pour toute la population. Non. Le vapotage, c'est la diversité par définition. Oui, oui, tout à fait. Il n'y a rien de standard et c'est parce que c'est pas standard et c'est parce qu'on peut répondre à la demande individuelle et personnelle de chacun qu'on a le succès qu'on rencontre. Charlie, tu veux... Ouais, pour justement résumer tout ça, c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message aussi. C'est de dire, la vape, c'est une équation à 3 inconnus et il faut les 3 pour que ça fonctionne. C'est évidemment et facilement le matériel, parce que d'abord ils disent « je veux avoir une cigarette électronique », alors qu'il faut devenir vapoteur. C'est le verbe être qui fonctionne, pas le verbe avoir. Donc d'abord, ils veulent le matériel. Ça, c'est la première équation. Après, il y a les liquides, avec les histoires de concentration, de taux, de saveur. Mais la troisième inconnue fondamentale, c'est la pratique, le comportement. Qu'est-ce que j'en fais? Et ça, c'est une question personnelle qui appartient à chacun. Et donc, là où la valeur de la boutique spécialisée est importante, c'est l'échange sur cette troisième question. Comment je vais devenir vapoteur? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir à quitter le tabac en ayant bien compris la vape? Donc c'est le verbe être qui fonctionne, c'est pas le verbe avoir. Et ça passe par de la pédagogie. Et les professionnels ont besoin de compléter, pas forcément le contenu parce qu'ils le connaissent, mais le contenant, la façon de présenter ces messages-là. Et c'est pour ça que la formation présentée par le CIDEV, la FIVAP, qui pousse vers de la formation, et les buralistes le font aussi, c'est parce que c'est cette volonté d'expliquer que la vape, c'est une équation à 3 inconnus. Et je crois que le meilleur endroit pour discuter de cette troisième inconnue, ça reste pour moi la boutique spécialisée, parce que c'est un endroit où l'échange est possible, long et installé. Et je voudrais aussi, conclure, en tout cas en ce qui me concerne sur ces questions-là, c'est que Internet a aussi su faire ça, a aussi pu expliquer à ses clients quel vape il leur faut, comment est-ce qu'on les conseille. Et il ne faut pas oublier et négliger que dans le numérique d'aujourd'hui, toutes ces données sont quasiment enregistrées dans l'acte d'achat. Si on fait les statistiques de ce qui est vendu à un client, il y a des sociétés aujourd'hui sur Internet qui savent précisément quel produit conseiller au vapoteur, pas forcément pour lui en fourguer, mais pour lui dire « Tiens, tu tends vers ce style de vape, je vais donc te proposer quelque chose de plus opportun ». Donc Internet a beaucoup évolué et pour revenir sur la croissance dont on parlait tout à l'heure, il ne faut pas oublier qu'Internet aussi s'est vachement développé avec une vraie professionnalisation dans le service, le conseil, le SAV. Hein, ils ont des hotlines, il y a des communautés de gens qui dépannent les autres aussi. Et le travail qui a été fait par les forums au départ, les chaînes YouTube et tout ça, quelquefois c'est peut-être un peu folklore, mais enfin globalement ça participe à la pédagogie de la vape. Et elle a besoin d'être juste un peu confirmée dans ce nouvel âge parce que la vape arrive en fait à un âge de maturité. Les professionnels maintenant sont plus que convaincus, mais en plus c'est des entrepreneurs qui misent sur leur avenir, leur propre avenir. Et puis un petit élément, c'est qu'on voit aussi, pour parler de la fierté vape, que les professionnels qui travaillent dans mon entreprise, j'ai été obligé à un moment donné d'écrire des petits laïus, des petits messages pour que les salariés sachent expliquer à leur famille dans quelle société ils travaillent. Pour expliquer pourquoi je travaille pour la vape. La vape, c'est devenu un métier. Un vrai métier avec des vrais professionnels. Tous ne sont pas parfaits, mais tous tendent à s'améliorer, parce que s'ils ne s'améliorent pas, ils vont être doublés par ceux qui sont meilleurs. Donc cette expertise-là, c'est ce qu'on a voulu débattre au Vape in Progress, c'est-à-dire de parler de ce savoir-faire. Et, pour finir, les sociétés qui travaillent, qui sont connexes à tout ça. Les vendeurs de cartons, les vendeurs de flacons, les fabricants de machines. Il y a aujourd'hui sur ce salon des sociétés qui montrent leur savoir-faire pour remplir des fioles de e-liquide. Donc ils savent parler de ce métier, ils le connaissent. Ils travaillaient autrefois pour la cosmétique, aujourd'hui ils travaillent pour le e-liquide. Il y a des marques qui ont créé des lignes industrielles spécialement e-liquide, vape industrie quoi. Donc tout ça, c'est des éléments de langage. Et si la vape ne se sert pas que des vapoteurs pour parler, pas que des professionnels pour parler, mais de tout le tissu économique qui gravite autour, c'est un levier qui fait x2 voire x3 sur la communication et les intérêts que la vape apporte à la société qui en a besoin. Merci beaucoup. Donc c'est très clair, on a un vrai marché et un vrai métier. Des questions peut-être du public. Des remarques, des réactions. Pas de questions? On a été clair. Vous avez été clair, vous avez balayé tout le sujet. Peut-être on peut... Moi, j'ai une petite question que je vais poser à tout le monde en faisant le tour rapide. Est-ce que le fait... Est-ce que vous étiez fumeur, déjà, avant d'être vapoteur? Et si oui, est-ce que le fait d'avoir été fumeur et d'être passé vapoteur est pour vous un atout majeur pour expliquer et accompagner les gens dans le vapotage? Alors pour mon cas, ça va être très clair. J'étais artisan dans le bâtiment, 2,5 paquets de Marlboro par jour. J'ai tout essayé. Tout.
J'ai acheté ma vape un vendredi dans un petit magasin où le gars a passé 1h30 avec moi. Je le remercierai jamais assez parce qu'il m'a fait quitter le tabac. J'ai fini mes cigarettes. Du samedi, j'ai dit, bon, on va essayer. Arrivé le samedi soir, j'ai dit, mais c'est incroyable ce truc. Pour la première fois de ma vie, je ne pensais pas à ma cigarette. J'ai arrêté mon entreprise de bâtiment, j'ai ouvert des magasins, du jour au lendemain. Tout simplement parce que je me suis dit, ce truc-là, ça va permettre à des gens, effectivement, d'arrêter le tabac. 5 ans plus tard, je suis toujours bluffé, puisque tous les jours, j'ai des gens qui reviennent me dire, mais des gens qui viennent l'hiver, des messieurs qui me disent, j'ai pas envie du tout d'arrêter de fumer, mais il fait froid dehors, j'ai plus envie d'aller le soir fumer ma clope. D'accord? Mais vous n'avez pas envie d'arrêter de fumer. Ah non, non, non. Ok, même démarche. On essaye une saveur tabac, on prend une machine, et puis c'est parti. Et 3 jours plus tard, ils viennent et ils me disent, mais c'est incroyable votre truc. Parce qu'il dit, en fait, je fume plus. Bah, je dis non, vous n'allez plus de cigarettes, puisque vous prenez du plaisir avec votre cigarette électronique et vous avez votre apport de nicotine. Donc c'est effectivement quelque chose qui est extraordinaire. Aujourd'hui, comme disait Charlie, il faut qu'on soit professionnel. C'est ce qui va faire la différence avec... Moi, je suis pas loin de la Belgique. Quand vous allez chercher votre essence en Belgique, vous avez des cigarettes électroniques qui pendent à côté des chewing-gums. Et j'ai des gens qui viennent qui me disent, j'ai acheté ça, hein, ça vaut 5 ou 6 euros, mais ça marche pas. Ben non, ça fonctionne pas. Et on leur explique pourquoi. Donc, effectivement, ce qui va faire qu'aujourd'hui, la vape indépendante va être reconnue, c'est par notre professionnalisme, par les formations. Avec Jacques Lehouzec, si vous n'avez pas fait la formation sur la nicotine avec Jacques, allez la faire, vous allez apprendre des choses, c'est très important. N'hésitez pas, tout à l'heure il y avait Marie-Jeanne Godel, elle a une page Facebook qui s'appelle « Je ne fume plus ». N'hésitez pas à dire à vos clients, allez sur cette page Facebook, vous allez trouver des informations, même si c'est des gens qui ne sont pas forcément à la vape, il y a de tout. Le blog de Jacques, Vapiou, abonnez-vous à Vapiou, vous avez des informations pour la vape que vous allez pouvoir donner à vos clients. C'est ce qui va faire que les gens, quand ils vont venir chez vous et qu'ils vont sortir de votre boutique, ils vont dire « Je suis tombé sur un professionnel, la vache, le mec, il connaît son sujet. » Ah bah oui, aujourd'hui, la vape, c'est plus « je te vends un truc et ciao bye ». Non, non, on est aussi professionnel qu'un vendeur de machines à laver, enfin, peu importe quoi. C'est ce qui fait que demain, vos shops vont fonctionner et qu'on va être reconnu comme spécialiste de la vape. Il faut effectivement être pro. Florine, est-ce que tu étais fumeuse avant de passer vapoteuse? Et qu'est-ce qui fait que ça peut t'aider dans ton métier tous les jours? Alors oui, j'étais fumeuse, 20-25 clopes par jour. Pour moi, c'est inconcevable d'ouvrir une boutique de vape sans être fumeur. Ça, c'est mon sentiment à moi, parce qu'il faut comprendre la dépendance, il faut comprendre la souffrance d'arrêter de fumer, il faut comprendre le fumeur. Voilà. Et j'ai tendance à faire de la discrimination à l'embauche quand je cherche du monde pour mes boutiques. Je cherche d'anciens fumeurs, des vapoteurs, des anciens fumeurs. Voilà. Parce que faut comprendre un fumeur et la souffrance, surtout, d'un fumeur qui essaie d'arrêter de fumer. Ça dépasse même le côté j'apprends quelque chose à l'école, etc. Il y a vraiment quelque chose qui est dans l'être. Tu peux nous en parler, Roberto, comment tu as découvert la vape? Alors moi, j'étais pas un fumeur. J'étais le clown de Serge Gainsbourg. C'était entre 3 à 5 paquets de cigarettes par jour. Et à 43 ans, j'ai eu la chance de faire un infarctus. Et mon cœur battait plus qu'à 28 pulsations minutes. Et quand on m'a remis sur pied, on m'a dit qu'il faut arrêter de fumer. Ils m'ont collé des patchs, ils m'ont filé des gommes. J'ai fait comme Xavier, j'ai été voir un hypnothérapeute, un marabout, j'ai tout fait. Le problème, c'est que ça marchait pas, quoi. Et la cardiologue me dit, essayez la cigarette électronique. Et moi, je suis vachement terre à terre. Je dis, c'est quoi cette connerie? Ça marchera jamais. Cette connerie a jamais marché, non? Je l'ai plus jamais quitté. Donc ça marche, ça fonctionne. Et je crois qu'effectivement, faut... Ouais, alors moi, je parle pas trop de moi à mes clients. Moi, déjà, mais dans la compréhension des gens, le mot souffrance a été lâché, le mot addiction a été lâché. Je crois que, ouais,
On est convaincu que ça fonctionne parce qu'on le vit au quotidien, mais on est convaincu aussi parce que ça nous a rendu une liberté qu'on n'avait plus. Et ça nous a amélioré la qualité de vie. Et qu'aujourd'hui, pour nous, c'est super simple d'essayer de faire passer ce message juste positif. Oui, ça fonctionne. Oui, ça marche. Et ouais, tu vas te rendre libre. Tu vas arrêter de souffrir. Parce que fumer, en fait, c'est une putain de souffrance. Et on s'en rend pas compte. Moi, le premier, il faut bien crever d'un truc, ouais, mais quand il y est, je te jure que t'as pas envie de crever, quoi. Donc, à un moment, si on peut faire passer ce message-là, je leur dire, en arrêtant la clope, tu vas retrouver de la liberté. Quel est l'être sur Terre qui n'a pas envie de se sentir plus libre, tout en gardant le plaisir? Parce que le problème est là, c'est qu'on continue à se faire plaisir. Voilà. Une question? On a une question. Oui, bonsoir. Je voudrais juste savoir la réglementation qu'il faut pour ouvrir un shop en grande surface ou en centre commerciaux. Et s'il y a une réglementation, quels sont les documents qu'il faut apporter pour ouvrir un shop en centre commerciaux? Alors on va passer la parole à ou Agnès ou Xavier, d'accord. Alors en galerie marchande, il n'y a rien de spécifique. En fait, la personne qui gère la galerie va monter un dossier. Il y a une demande de travaux qui est faite automatiquement, qui est transmise à la mairie où le supermarché se trouve. Ça prend en règle générale 2-3 mois. La mairie donne son accord, évidemment. Et ensuite, on fait les travaux, il y a la commission de sécurité qui passe, etc. Et ensuite, c'est ouvert. Alors, mais normalement, même de toute façon en extérieur, moi j'ai un magasin qui est dans une cellule commerciale, mais à l'extérieur, il y a toujours une demande de travaux qui est faite auprès de la mairie. Avec les plans, avec si par exemple vous créez une partie bar, il faut le spécifier, avec les entrées pour les handicapés, etc. Il faut que votre local soit aux normes. Donc il y a toujours un courrier qui est fait à la mairie avec une demande de travaux. Mais oui, bonjour. Mais justement, la question en même temps, c'était, vu que c'est des espaces ouverts sur le public, justement, est-ce que le fait de partager, oui voilà, vu que c'est des espaces ouverts sur le public, est-ce que le fait que ce soit ouvert justement avec la vapeur, il n'y avait pas eu une loi ou quelque chose de ce côté-là, ou des autorités qui auraient empêché justement de pouvoir les ouvrir à ce moment-là? Je vois qu'aujourd'hui, ça s'ouvre de plus en plus. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, finalement? Alors, notre cher ex-ministre de la Santé, Marisol Touraine, a sorti des textes concernant la vape dans les lieux publics. C'est toujours ce que j'essaye d'expliquer. Tu me diras si je me trompe ou pas. Aujourd'hui, il est interdit de vapoter dans les transports en commun collectifs. Train, bus, métro. Il est interdit de vapoter là où vous avez des réunions d'enfants. Donc les écoles, maternelles, etc. Et il est interdit de vapoter dans les lieux de travail clos, fermés et collectifs, c'est-à-dire les bureaux. Ça veut dire aussi que partout ailleurs, la vape est libre. Une galerie marchande, par exemple, comme moi où je suis, vous sortez une cigarette, ils appellent la police, vous êtes verbalisé. Vous sortez votre vape, ils vont venir vous dire vous n'avez pas le droit de vaper. Vous êtes mal pris, vous rentrez en conflit avec eux, il ne peut absolument rien se passer. Vous avez le droit de vapoter dans une galerie marchande ou dans un Auchan, tout simplement parce que c'est un lieu privé, mais ouvert au public. Donc, c'est un lieu public. Donc, vous pouvez vapoter. Après, on voit fleurir effectivement des affiches un petit peu partout, dans les bars, les restaurants, où vous avez, là aussi, c'est bien d'en parler, une cigarette classique barrée, une cigarette électronique barrée. Vous me direz si j'ai raison ou pas. En fait, logiquement, ce panneau n'est pas bon. En fait, c'est une question de règlement intérieur. C'est-à-dire que chaque entreprise a le droit et ce choix à faire d'interdire ou d'autoriser la cigarette électronique. Donc, si une galerie marchande a décidé, si le directeur d'une galerie marchande a décidé d'interdire la vape chez lui, il a le droit de le faire. Par contre, il n'y a aucune verbalisation possible parce que là, on est dans du droit privé. On n'est pas du tout sur du civil, du pénal. Ça ne va pas être verbalisable. La seule option qui restera à ce directeur, si il voit quelqu'un vapoter dans sa galerie marchande, c'est
de demander à cette personne de sortir et éventuellement de l'expulser avec ses forces personnelles si cette personne refuse. Mais la verbalisation n'est pas légale aujourd'hui sur la VAP. Alors après, je vais juste finir pour ça. Le magasin que moi j'ai en galerie marchande est ouvert directement sur la galerie. J'ai l'autorisation par le bailleur que les gens vapotent au niveau de mon comptoir. J'ai mis de chaque côté du magasin une affiche où je dis aux gens, par respect des non-fumeurs et des non-vapoteurs, veuillez ne pas vapoter dans la galerie ni dans Auchan. Je vais être le premier, si je fais mes courses et je vois un vapoteur avec ce style d'engin faire des grosses vapes de vape en poussant son caddie. Enfin, si on ne peut pas se passer pendant 1 heure de vaper quand on fait ses courses, on a quand même un problème. Pareil au cinéma, pareil au théâtre, je vais être le premier à aller voir le gars en lui disant « Arrête de balancer de la vapeur, je ne vois plus l'écran. » Bon. Mais je pense, enfin, d'après ce que je peux voir, hein, les vapoteurs, à 95%, sont des anciens fumeurs. On a pris l'habitude de ne pas déranger les gens et on sait qu'on ne peut pas fumer dans beaucoup d'endroits. Je vois quand même beaucoup de clients vapoteurs qui font exactement comme la cigarette. Voilà, on ne peut pas vapoter dans un restaurant, ben on ne vapote pas. Moi, le premier, je sors et puis voilà quoi. Bon, merci beaucoup à tous les 6 d'avoir accepté de participer à cette petite table ronde. On va clôturer maintenant. Charlie, si tu veux bien, à moins qu'il y ait encore une question dans le public éventuellement. Ah, une dernière question. Ah ben voilà. Ce sera la dernière. Il la fallait. Et puis il y aura une réponse, un commentaire. Voilà. Voilà, moi j'ai ouvert mon shop il y a peu, ça fait depuis à peu près 3 mois que je suis ouvert. Je suis à 300 mètres à peu près 300 mètres d'un collège-lycée et 400 mètres de l'autre dans ma ville. Ça m'arrive souvent qu'il y ait des mineurs qui viennent. À chaque fois, ce que je leur demande, c'est de passer avec leurs parents. Maintenant, ce que je fais, c'est que je demande une autorisation signée des parents dans le magasin pour que l'enfant vienne, l'adolescent vienne acheter quand il a besoin de liquide ou autre. Quelle valeur légale est-ce que ça a exactement? Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, mais je fais pareil. C'est-à-dire que légalement, dès lors qu'on sait que le produit est destiné à un mineur, on est responsable de le vendre. Et donc, on peut se retourner contre nous pour l'avoir vendu alors qu'on savait que c'était pour un mineur. Pour autant, de la même manière que vous le faites, je ne supporte pas l'idée, ayant moi-même commencé à fumer à 15 ans, je ne supporte pas l'idée qu'on puisse sortir un enfant de 15, 16, 17 ans du tabac et qu'on ne le fasse pas. Donc là, ça s'appelle de la désobéissance civique et je la pratique quotidiennement. Voilà. Enfin, pas quotidiennement parce que Dieu merci, on n'en a pas tous les jours, mais enfin bon, voilà, sans hésitation, quotidiennement si nécessaire. Voilà. Et ce que je voulais ajouter par rapport à ce que tu disais, Florine, tout à l'heure, à propos du fait qu'on était là parce qu'on avait une histoire vis-à-vis de la souffrance, vis-à-vis de notre propre souffrance et puis de celle qu'on a pu constater dans notre entourage parce que bien souvent on a perdu des gens aussi, des proches, à cause du tabac. Et cette souffrance et cette expérience qui font qu'on a ouvert notre shop et qu'on pratique cette discrimination dont tu parles, finalement de ne pas vouloir embaucher des gens qui n'ont pas cette expérience de fumeur derrière eux. Attention, il faut qu'elle soit derrière eux pour qu'ils soient embauchés, évidemment, parce que ça fait partie aussi de notre professionnalisme que de ne pas avoir une boutique qui sente la clope, si possible. Je suis comme toi, c'est-à-dire que pour moi, c'est une nécessité aujourd'hui. Mais j'ose croire et j'espère que demain, ce ne sera plus nécessaire parce que j'ose croire et j'espère, et on travaille à ça à la FIVAP, au SI2V aussi aujourd'hui, à former. Et former, ça veut dire avoir des validations et des certificats et des diplômes qui soient reconnus par l'État et qui permettent à la prochaine génération de professionnels de la VAP d'arriver sur ce marché en disant, voilà, j'ai 18 ans, je viens d'avoir mon bac et je veux devenir vendeur conseil en boutique de VAP.
et je veux apprendre ce métier. Et dès lors que dans son apprentissage sera inclus toute cette approche d'accompagnement, de connaissance des problèmes d'addiction, et que même ne l'ayant pas vécu eux-mêmes, ils soient capables d'en retenir quelque chose parce qu'ils auront appris au contact de ces formateurs ce qu'est l'addiction. Dès lors, j'ose croire, moi, et j'espère qu'on puisse faire de ce métier un vrai métier qui ne nécessitera plus cette discrimination qu'on est obligé de pratiquer aujourd'hui parce que les formations n'existent pas. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. C'est vraiment très bien ce que tu dis, Agnès, parce que finalement, un docteur, pour bien soigner, ne doit pas forcément avoir été malade, et surtout de toutes les maladies qu'il est obligé de soigner. Par contre, vous avez un vrai rôle, moi je tiens vraiment à vous remercier tous, autant que vous êtes, un vrai rôle justement de passage de relais. Ça fait 10 ans que la VAP existe, vous êtes en train de créer quelque chose, c'est vous qui le créez, et effectivement le défi que vous avez tous maintenant, c'est de transmettre aux autres. C'est ça qui est solide dans les choses, c'est quand elles ne sont plus attachées aux personnes, et c'est quand elles sont pour elles-mêmes, vraiment. Il ne faut pas oublier que c'est le salon des ex-fumeurs ici. Mais on ne le fait pas pour nous, on le fait pour la VAP. C'est pas la même chose. Allez, merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci à vous pour votre présence. Demain, il y a 2 autres conférences. Première conférence sur les besoins de formation dans la VAP, et puis la deuxième conférence sur le retour de la VAP indirecte et les sels de nicotine. On en parle demain, si vous voulez revenir. C'est ici pour cette 10e édition du Salon VAP Expo. En attendant, le salon est ouvert encore et vous avez 200 exposants qui sont là pour vous. Bonne soirée.